Il y a quelques centaines d'années, l'homme a pu explorer pleinement le monde, emmenant avec lui ses animaux. Certains se sont installés dans des régions où ils n'étaient pas originaires. L'un d'eux est le sanglier. Apprenons donc à le connaître. Vous êtes sur Citygame, une chaîne YouTube où vous découvrirez des animaux géniaux. Abonnez-vous pour connaître ces espèces et apprendre à les connaître. Commençons la vidéo. Ces suidés ont été très importants pour l'homme dans les pays où il vivait, au point qu'une grande partie de son alimentation en dépendait et ils ont été domestiqués, formant ainsi une nouvelle sous-espèce, le porc domestique avec ses différentes races. Mais on a continué à utiliser leurs parents sauvages les plus proches. À l'époque coloniale, de nombreux explorateurs ont emmené ces animaux vers de nouvelles contrées pour étendre leur civilisation. Et ces animaux sont arrivés dans une nouvelle région grâce à l'homme. À l'origine, ils étaient largement répartis en Europe et en Asie, à l'exception du nord de la Russie, surtout en Sibérie à cause des basses températures. On les trouvait aussi à l'état sauvage dans le nord du continent africain. Mais comme je l'ai dit, ces animaux ont été transportés vers d'autres pays et sont devenus partie intégrante de leur faune. Arrivant en Amérique, surtout au nord, dans la partie insulaire de l'Asie et jusqu'en Océanie, où ils se sont adaptés à l'environnement tout en créant un déséquilibre écologique. Précisons pour justifier les gens d'autrefois qu'on ne connaissait pas ces effets négatifs, et que sans ces espèces, ils n'auraient pas pu survivre. Leur vaste répartition indique seulement leur grande adaptabilité aux écosystèmes, comme les savanes ouvertes, les forêts denses, les broussailles et même les marais. Ils peuvent aussi s'installer dans des parcelles agricoles. L'essentiel est qu'ils cherchent un endroit avec une source d'eau, lac ou rivière à proximité, et une végétation dense qui leur serve de refuge, notamment contre la chaleur et les prédateurs. Cette espèce ne tolère ni la chaleur ni le froid extrême. Ce sont des herbivores artiodactyles, par leur nombre de doigts et leur façon de marcher, monogastriques. On compte environ 16 sous-espèces, et le nombre va augmenter. Beaucoup de ceux qui n'ont jamais vu de porc adulte en personne n'imaginent pas à quel point ils sont grands. Certaines races peuvent être plus grandes que les sangliers, mais ce sont toujours des spécimens volumineux. De la tête à la base de la queue, ils mesurent de 1,50 m à 2,40 m pour les plus grands, avec une queue d'environ 22 cm, droite, contrairement aux porcs domestiques. Ils atteignent une hauteur au garrot de 65 à 100 cm et pèsent de 40 à 95 kg. Leur taille n'a pas été ignorée par les humains, qui ont compris qu'on pouvait en tirer une grande quantité de viande. Grâce à leur taux de reproduction et leur relative facilité de domestication, ils sont devenus idéaux pour l'élevage dans certaines cultures, bien qu'on ne les considère pas comme faisant partie de la mégafaune. Une des caractéristiques qui les différencie de leurs cousins domestiques est une grande couche de poils. Les porcs ont de petits poils et semblent glabres, mais les sangliers sont très poilus, avec des touffes rudes. Selon la sous-espèce et la région, ils peuvent avoir des taches ou une teinte unie, mais généralement des tons bruns foncés. Leur tête est curieuse, en forme de pelle, ce qui les aide beaucoup. Leur nez est aplati, avec les narines ouvertes vers l'avant, formant une sorte de cœur inversé. Leur museau a tendance à être allongé et, malgré un régime principalement végétal, ils ont des canines particulières. Celle de la mandibule se projette vers le haut et dépasse parfois de leur babine, tandis que celle du maxillaire pousse sur les côtés, selon l'âge, sortent de la cavité buccale pour croître vers le haut. Elles sont extrêmement tranchantes. Leurs yeux sont projetés vers l'avant, et leurs oreilles, situées sur les côtés du sommet de la tête, ont une forme semi-circulaire se terminant en pointe, parfois dressée, parfois baissée. Leur cou est très musclé et presque imperceptible, car son profil ressemble à celui de leur corps, rond et en forme de tonneau. Leur queue, comme dit, est droite. Leurs pattes sont assez courtes mais extrêmement musclées, et ils sont soutenus sur leurs doigts. Ils ont 4 doigts à chaque extrémité. 2 touchent le sol et sont protégés par des ongles courbes appelés sabots. Pour mieux comprendre, c'est comme une pelle inversée. Les 2 autres doigts sont plus petits et ne touchent pas le sol. Ils ont aussi des ongles, mais ceux-ci poussent plus droit. Le dimorphisme sexuel se manifeste par le fait que les mâles sont plus grands et plus volumineux que les femelles. De plus, leurs organes génitaux sont très visibles à distance. Les mâles développent également des canines plus grandes, mais ce n'est pas une caractéristique prédominante. Leur structure de groupe diffère selon le sexe. Les femelles s'associent entre elles et avec quelques jeunes, formant une conformation très stable, avec des groupes de 5 à 20 femelles adultes, parfois apparentées génétiquement. Les mâles, quant à eux, à la maturité sexuelle, ont tendance à s'écarter et à devenir solitaires,
ne se joignant à d'autres qu'en période d'accouplement. Selon la région et le climat, ils sont plus actifs le jour ou la nuit. Si le climat est très chaud, ils sortent la nuit. Dans les endroits froids, ils sont plus actifs le jour pour mieux profiter de leur activité sans être affectés. Ils peuvent parcourir leur territoire à la recherche de nourriture. Avec leur museau aplati et leurs sabots, ils peuvent creuser pour se régaler. S'ils ont trop chaud, ils cherchent un point d'eau pour se vautrer, ce qui les aide à refroidir leur corps et à se couvrir de boue pour se protéger des rayons du soleil et des insectes. Ils parcourent environ 2 à 14 km par jour. Ils peuvent galoper et même courir. Il est extrêmement rare qu'ils grimpent et s'ils doivent traverser un plan d'eau, ils le font mais préfèrent simplement marcher. Les moments de repos, ils les passent allongés dans la végétation ou à l'ombre des arbres. Il est rare qu'ils s'introduisent dans des terriers, mais ils peuvent le faire. Leur territoire varie aussi selon le sexe. Les femelles dominent une étendue plus petite, de 1 à 3 km². Leurs domaines ont tendance à se chevaucher, mais elles sont très tolérantes entre elles, du moins en dehors de la période de reproduction. En danger, généralement ils courent vers la végétation dense, mais quand ils sont acculés, ils produisent un grognement très gênant, destiné à étourdir l'agresseur et à montrer leur mécontentement. Cela ne fonctionne pas toujours, mais ils peuvent aussi très bien se défendre. Par leur volume, ils peuvent frapper violemment en chargeant, piétiner et écraser avec leur corps, mais leurs canines sont leur principale défense. Très tranchantes et pointues, avec leur position, ils peuvent poignarder. Ils sont très dangereux, et certaines personnes sont mortes à cause d'eux, comme le roi Philippe de France en 1131. Un sanglier a provoqué la chute de son cheval, entraînant sa mort. Leur principal sens est l'odorat, si développé et sensible qu'ils sont capables d'identifier une nourriture potentielle enterrée. Il leur permet aussi de savoir quand une menace approche. Cela est dû à leur long museau, proche du sol. Ils marquent leur périphérie avec leur corps et leurs déchets. Un autre sens très utile est l'ouïe. Ils identifient tout bruit perturbant la tranquillité des lieux et prennent leurs précautions. Ils communiquent par différents sons, souvent uniques pour indiquer un événement particulier, se fiant davantage à ses sens. Ils ne voient pas très bien, juste assez pour détecter le mouvement, bien qu'ils aient un large champ visuel. Un autre sens peu apprécié est le goût, ils sont assez sélectifs pour leur nourriture. Ce sont des animaux omnivores, principalement herbivores. Ils cherchent du matériel végétal, tubercules, champignons qui ne sont pas des plantes, graines et parfois des feuilles, parcourant de grandes distances pour trouver leur subsistance. Mais ils sont aussi carnivores, ils peuvent chasser de petits mammifères, des oiseaux et leurs œufs, des insectes et des vers. Leur odorat les aide énormément à les trouver. Ils déterrent des champignons, attrapent les fruits au sol ou les arrachent des buissons. Mais quand ils chassent, ils peuvent piétiner les animaux, ils ne sont pas très bons dans ce domaine, mais ils y parviennent. Pour manger des œufs, ils détruisent les nids à leur hauteur. Ils peuvent même être charognards. C'est un problème, surtout dans les régions où ils ne sont pas endémiques, car ils sont très efficaces et peuvent mettre en danger plusieurs espèces. Ce sont des animaux extrêmement prolifiques, car ils n'ont pas de saisonnalité reproductive. Ils ont une descendance chaque fois qu'ils le peuvent et peuvent gestater 2 fois par an. Cela dépend davantage de la disponibilité en nourriture pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Les femelles sont polyustriennes, non saisonnières. Même si elles ne sont pas saillies à un moment donné, elles entrent à nouveau en chaleur plus tard, généralement tous les 21 jours. Elles indiquent cet événement par l'odeur et quelques sons pour attirer les mâles. Lorsqu'ils se rencontrent à ces moments, les mâles se battent pour montrer leur supériorité, pouvant aller jusqu'à se tuer. Le mâle vainqueur s'approche de la future mère, la courtise et la monte. Après l'accouplement, ils passent du temps avec le groupe en attendant qu'une autre femelle soit disponible. Ils sont donc polygynes. Leur travail accompli, ils se retirent, n'investissant en rien d'autre que leur matériel génétique. La gestation dure environ 3 mois, 3 semaines et 3 jours, comme celle du porc domestique. La femelle sur le point de mettre bas s'écarte du groupe à la recherche d'un endroit calme et protégé, généralement avec beaucoup de végétation, où elle donne naissance à une portée de 5 à 6 petits. Ils naissent avec leur sens activé et se déplacent assez facilement. Mais chez cette espèce, ils ne sont pas très adaptés aux conditions climatiques. Ils ne tolèrent pas le froid car ils n'ont pas une couche de graisse adéquate. Leur taux de mortalité néonatale est donc élevé. De plus, la compétition entre frères et sœurs est féroce. Ils cherchent la meilleure mamelle pour se nourrir et empêchent les autres de s'alimenter. Ils ont un pelage rayé caractéristique et sont une version miniature et plus mignonne que les adultes. On sait aussi que les mères, en allaitant,
peuvent écraser les marcassins si elles ne sont pas de bonnes mères. Tout cela peut s'expliquer par un facteur important. Seuls les plus aptes survivent à une enfance si dangereuse. Après plusieurs jours seuls, les mères se réintègrent avec leurs petits auprès des autres mères, car leurs cycles ont tendance à se synchroniser. La mère reconnaît ses petits à l'odorat et rejette ceux des autres pour les allaiter. Elles deviennent plus sédentaires et mangent dans des zones proches. Lorsqu'elles se déplacent, elles maintiennent les petits au milieu, travaillant collectivement pour se protéger. L'allaitement dure 8 à 10 mois. Les petits commencent à manger par eux-mêmes en observant les autres. Ils passent du temps dans le groupe. Les femelles ont tendance à y rester ou à en former un nouveau, tandis que les mâles, à la maturité sexuelle, vers 12 mois, sont expulsés. Les femelles atteignent cette maturité vers 10 mois. Leur espérance de vie à l'état sauvage est d'environ 13 ans. Ils ont des prédateurs selon la région. Loups, ours, pumas, coyotes, etc. D'autres sont recherchés par les humains pour la chasse, et les jeunes ont un taux de mortalité élevé. Malgré tout, ils sont très stables. En captivité, certains vivent jusqu'à 20 ans. On en trouve dans certains zoos, où ils sont soignés selon les mêmes normes que les porcs. Ils sont curieux à voir, car c'est un animal connu mais avec une apparence plus sauvage et primitive. Il existe aussi des fermes d'élevage de sangliers comme alternative plus exotique pour la viande. Ils sont rares, et on dit que leur saveur tend à être plus grasse et plus forte. La plupart des populations sont classées en préoccupation mineure. Elles sont très stables, et on les trouve dans d'autres régions où elles ont très bien réussi à s'adapter. Il existe de nombreux programmes pour limiter leur population, permis de chasse, etc., car ils ont tendance à causer beaucoup de problèmes. Pour commencer, ils détruisent massivement les jeunes arbres, tuent d'autres espèces et ont fait diminuer leur population. Il y a des espèces en danger à cause d'eux dans le monde. Pour les agriculteurs, ils sont un casse-tête. Ils entrent dans les champs, mangent les cultures et remuent la terre. Ils sont un risque biologique ailleurs, transmettant des maladies au bétail et plongeant des pays dans des crises économiques car ils disséminent la peste porcine africaine et la fièvre afteuse, pour ne citer que ces exemples. C'est pourquoi ils sont considérés comme l'une des espèces les plus invasives, en raison de leur taux de reproduction et des dégâts qu'ils causent. Malgré cela, ils aident aussi et ont leur rôle. Ils sont une source importante de nourriture pour de nombreux animaux ainsi que pour l'homme, même si certaines religions et cultures ne les consomment pas. Leur chasse génère des revenus importants qui aident à rétablir les dégâts ou simplement à maintenir l'écosystème. En consommant des tubercules, ils creusent des trous qui aèrent la terre et la rendent plus meuble, permettant aux plantes de s'installer ensuite. Ils disséminent des graines sur une grande étendue et constituent également une attraction touristique. Un animal arrivé dans de nombreux endroits par la main de l'homme, qui a causé plus de problèmes qu'autre chose et qui est extrêmement difficile à contrôler. Malgré cela, c'est un animal emblématique que l'on peut comparer à sa contrepartie domestique. Voilà pour le sanglier. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez découvrir ici la tortue géante de San Cristobal qui a souffert de ces animaux. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour en apprendre davantage sur le règne animal. On se voit dans une prochaine vidéo.